Bonjour, vous m'entendez bien? Très bien. Ah, Bien. ok. Merci. C'est bon, il y a un gros décalage de son, non? Non, nous ça va, nous ta voix correspond à ta bouche. Ok, bon, bah, ça a l'air d'aller alors. Ok, donc bonjour à tous. Alors, il y a toujours un petit décalage à chaque fois avec le live sur Facebook. Est-ce que vous nous entendez bien sur Facebook? Est-ce qu'on est bien en live? Est-ce qu'il n'y a pas de souci? Alors, non, toujours pas. Oui. Gros décalage? Pas de gros décalage? Tout va bien? Est-ce qu'on est bon? Alors, ouais, super, on est bien. Génial. Alors, donc, bonjour à tous. Donc, bienvenue pour le 8e live de Why Not Live. Donc, c'est des lives qui sont présentés par moi-même, Jean-François. Je suis responsable pédagogique d'un master en entrepreneuriat. Et le but de ces lives, c'est tout simplement de promouvoir des étudiants qui ont entrepris pendant leurs études, qui le sont toujours ou qui ont fini leurs études, mais qui ont entrepris pendant leurs études. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à leur poser. Donc, aujourd'hui, je reçois Paul et Pierre, des Empotés. Alors, comment allez-vous? Bah, super. Ça va bien. Okay. C'est cool. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu les Empotés? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça fait? Et quelle est la genèse de ce projet? Oui. Alors là, actuellement, les Empotés, ce sont des plateaux repas zéro déchet pour les entreprises. Donc, on cuisine nous-mêmes donc, du fait maison dans des pots en verre qu'on livre aux entreprises en véhicule électrique ou en vélo. Puis on les récupère pour les laver et assurer le zéro déchet. Okay. Voilà. Et votre idée, elle est venue comment? Comment vous êtes dit on va faire du zéro déchet en fait? Pourquoi? Quelles sont les valeurs qu'il y a derrière? En fait, quand on s'est lancé, c'était donc en janvier 2019. Donc on était, donc Paul travaillait donc En pâtisserie. En palace. Et moi, j'étais encore en études. Et bon, on se connaît depuis qu'on est tout petit. Et c'est vrai que depuis longtemps, Paul, on discutait avec Paul, on s'est dit qu'on aimerait bien faire un truc ensemble. Mais finalement, en fait, quand on dit des choses comme ça, c'est souvent des belles paroles et il y a pas, enfin, il y a rarement l'occasion de mettre des actions derrière. Et donc, on était avec un troisième ami, François, avec qui on a créé le projet. Et donc, en janvier, Paul nous contacte, François et moi, pour qu'on fasse quelque chose, pour qu'on monte une entreprise. Et on ne savait pas de quoi. Et on a brainstormé. Et au départ, on est parti sur les pots pâtissiers. Donc, c'était des pots en verre qui étaient remplis c'était des pâtisseries plutôt dressées dans des pots en verre. Donc très jolies, très très mignonnes. Et c'est ça. En fait, on s'est plus ou moins retrouvé à un moment de notre vie où et François a meilleures études. Moi, j'étais encore une nouvelle petite formation. Et c'est vrai qu'on s'est un peu retrouvé naturellement là-dessus. Enfin, on est pour la petite histoire, on est amis d'enfance. Et on a chacun fait notre petit bout de chemin. Donc Pierre plus des études de management et entrepreneurial. À Angers. Angers. François il était en finance et marketing et moi voilà plutôt dans la partie hôtellerie-restauration. Et donc voilà, on était assez complémentaires finalement. Et comme dit Pierre, après on s'est lancé sur ces fameux pâtissiers qui sortent un peu du savoir-faire du palace et des pâtisseries en région. Et alors justement pour toi, Paul, pourquoi tu as quitté les palaces et potentiellement une vie peut-être un peu plus simple ou un peu plus sécurisante et te lancer dans l'entrepreneuriat en disant bah, vas-y, on va créer des pots en verre, on va mettre des super pâtisseries dedans et en plus on va évoluer parce que maintenant vous faites des repas. Oui. En fait, j'avais fait d'abord de l'hôtellerie-restauration, donc au début j'avais peut-être un peu plus un profil cuisinier. Enfin, j'ai toujours aimé cuisiner chez moi. Et après, effectivement, j'ai quand même apprécié ce côté technique de la pâtisserie. Donc du coup, je me suis un peu
je suis monté à Paris il y a 3 ans et demi pour aller dans des belles maisons. Et c'est vrai que j'accordais beaucoup d'importance aux entreprises et j'ai eu la chance de travailler dans 3 belles entreprises. Et une fois arrivé au Stade Palace, c'est vrai que je m'étais dit, j'aimerais bien plus tard avoir un haut poste à responsabilité dans un palace. Et quand je me suis rendu compte de ce que c'était beaucoup de technique. Et finalement, je trouvais que la technicité prenait un peu le dessus sur le goût, mais le goût est excellent, c'est indéniable. Mais moi, le goût en lui-même me suffisait et je voulais un peu plus de simplicité peut-être. Et j'aimais bien. J'admire beaucoup le Christophe Michalak, qui est un grand chef pâtissier qui décomplexait un peu la pâtisserie. Et je pense que je me suis un peu inspiré de ce qu'il faisait pour faire les petits pots. Enfin, je trouvais que ça se prêtait bien. Et en fait, c'est avec ce même esprit de simplicité, en fait, le côté simplicité de la présentation, côté un peu bistronomique, c'est ce qu'on essaie aussi de faire maintenant dans les plateaux repas. Oui. Et je pense que le côté pâtissier apporte aussi cette rigueur sur l'organisation, ce qui est très important quand on crée une entreprise. Et ça, je pense que finalement, Paul l'avait déjà, un petit peu. Ok. Et alors justement, il y a une petite question d'Antonin qui est, est-ce que entre amis et associés, c'est facile? Est-ce que c'est facile de gérer cette relation? En fait, on ne sait pas parce qu'on n'a pas été associé avec quelqu'un d'autre. Donc, peut-être que ça serait la même chose avec un autre associé. On ne sait pas, mais on sait que quand même, on se connaissait quand même depuis depuis 10 ans peut-être. Ouais. Et on a vécu autre chose que niveau professionnel. Enfin, on a vécu, je pense, des choses fortes. Et c'est peut-être pour ça qu'on se dit les choses ici. Je pense que le fait de se dire beaucoup les choses, ça permet d'avancer. Après, non, c'est pas forcément évident, mais c'est. Je pense que quand on a le fait qu'on soit amis justement, et vraiment on se connaît vraiment très bien, on n'hésite pas à se dire les choses, quitte à y aller franchement, parce qu'on sait que c'est pour le bien de la boîte et que ça changera rien. Enfin, ça va pas entamer notre amitié. Le fait d'être quand on va se dire un truc et quand on va être parfois en désaccord, c'est avant tout pour le bien de la boîte. C'est pas voilà, on passe après. Et vous avez jamais eu peur à un moment donné de vous dire tiens, on s'associe, on lance une boîte et on y va? Tout le monde nous l'a dit. Hein. Tout le monde nous l'a dit. Donc, mais c'est aussi si on l'a fait, c'est aussi parce qu'on était potes. Et si on s'est lancé, c'est parce qu'on avait confiance l'un en l'autre et voilà. On se l'est dit un peu carte sur table aussi. On s'est dit, c'est pas qu'un projet de pote, c'est aussi un projet d'une vie et du moins d'une période d'une vie. Et voilà, enfin, on a envie d'être sérieux. Et c'est ce qu'on fait, je pense. Mais voilà, il y a le côté taf et après il y a le côté pote. Hein. C'est des choses différentes. Et voilà, ça ne nous empêche pas de faire d'autres choses en dehors du taf. Alors, j'ai aussi une autre question de Camille qui dit est-ce qu'on peut voir à quoi ressemblent vos petits pots? Alors, du coup, oui, on a des photos. Est-ce que du coup, on va pouvoir les commenter? Oula. Ça peut être plus simple, effectivement. Est-ce que c'est pas celle-ci? Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer comment vous confectionnez vos menus? Est-ce que c'est tous les jours où vous changez, tous les mois, tous les ans? Est-ce que vous avez vraiment des ingrédients avec lesquels vous adorez faire et d'autres que non, c'est pas possible? Est-ce que vous avez une gamme végétarien? Dites-nous tout. Oui, pour présenter un peu la gamme, nos plateaux sont entre 20 et 34 €, donc ils portent tous un nom bien distinct. Donc l'entrée de gamme, ça va s'appeler l'accueillant. Ensuite, donc qui sera plutôt de la volaille. Après, ça peut être aussi un peu de poisson. Et donc ça, il change tous les plateaux changent tous les 2 mois. Tous les 2 mois. Actuellement, ils changent tous les 2 mois. Pour s'adapter aux saisons, nous vraiment notre credo, c'est de travailler des produits frais et de saison. En plus du zéro déchet, évidemment. Merci. C'est sympa, merci. Ouais, exactement. Et en gros, pour l'instant, ils changent tous les 2 mois, ce qui demande quand même un peu de rigueur au niveau des photos. Et après, on va essayer justement de les changer de plus en plus rapidement
En fait, c'est juste que les premières années, c'est un peu plus compliqué parce qu'on doit élaborer toute C'est un gros travail. C'est un gros travail d'élaborer une carte. Ce qu'on découvre au fur et à mesure, de trouver les bons produits. Maintenant, nous, nos clients vont commander, ça va être de l'occasionnel. On ne va pas avoir de clients qui vont nous commander tous les jours. Donc, ça nous permet aussi une plus grande flexibilité. On peut changer des menus en tout cas moins régulièrement que si c'était on va pas citer de nom de concurrent, mais une cantine connectée, par exemple, qui demande des plats qui changent tous les jours. Et est-ce que justement, vous avez envie d'avoir des clients qui soient chez vous tous les jours, ou vous êtes plutôt dans une logique de on préfère que ça soit des clients qui changent un peu tout le temps? Nous, on a envie d'avoir des clients, mais en fait, nos clients, en fait, c'est le produit qu'on fait, c'est un produit qui est travaillé, qui est joli, qui est esthétique dans un pot en verre et qui est zéro déchet, donc qui a un certain prix. Donc, on ne s'adresse pas à tout le monde non plus. Donc, on s'adresse vraiment aux réunions d'équipe, aux clients, aux entreprises de conseil qui vont inviter des clients, parce qu'on a un produit qui est top au niveau de la RSE, qui est très joli, très bon. Donc finalement, c'est nos clients qui commandent occasionnellement. Et si on devait faire du quotidien, nous, ça demande un effort au niveau de la carte, certainement au niveau du prix aussi, dans ce qu'on voit aussi aujourd'hui sur le marché. Donc, en tout cas, c'est pas ce créneau qu'on a aujourd'hui. On va pas se mettre des barrières. C'est pas ce créneau qu'on a. Après, effectivement, si demain on avait une entreprise qui voulait nous prendre un peu comme cantine, mais dans le même format d'entrée plat dessert, effectivement, on s'adapterait puisque le modèle est quand même d'avoir un flux important tous les jours et on trouverait des solutions en fait si on avait des comptes plus régulières. Mais effectivement, oui. Alors, j'ai une question de Boubacar. Quels sont les principaux points que vous prendrez en compte lors de l'élaboration de vos menus? Il y a un point, c'est ça. C'est hyper important, ça. Ça, c'est un calendrier avec, donc là, on est en juillet, il y a tous les produits de saison. Donc ça, c'est notre fournisseur d'un produits locaux qui nous fournit ça. Donc en fait, le plus important, c'est le produit frais. Ouais, c'est vraiment de respecter la saisonnalité avant tout et je pense de faire du fait maison, enfin vraiment de tout transformer. Après, si on peut faire du local, c'est encore mieux. On privilégie le local, même si on aime bien quand même la variété, puisque je pense que les qualités d'un repas aussi, c'est le fait d'avoir beaucoup de variété. Enfin, c'est un peu dans la culture française, je pense aussi, pas que française, mais de vouloir transformer des produits un peu autour du monde. Oui, on ne va pas s'interdire de travailler des fruits exotiques, par exemple, où il n'y a pas d'équivalent qui pousse localement, on va dire. Maintenant, sur tous les produits, on essaie d'être au maximum local et évidemment français. D'accord. Ok. Alors, j'ai aussi à nouveau une autre question de Boubacar, qui est plus du coup sur quel est le coût pour l'élaboration d'un menu. Comment vous gérez justement vos coûts de revient? Oui, l'élaboration en lui-même d'un menu est pas, c'est très variable en fait, mais c'est plutôt intéressant parce qu'on calcule juste le coût de route, mais ce qui revient en moyenne à 1 à 2 cinquièmes du prix. En fait, c'est pareil que dans la restauration. Ouais. Quasiment pareil. Un peu plus intéressant, mais parce que nous, à côté, on a aussi d'autres coûts qui sont le service. Donc, il y a une double livraison. Il y a une livraison puis une récupération des pots. Et là, on anticipe une question de Gégène Coup. Oui. Est-ce que les pots sont consignés? Oui, du coup, avec la double récupération. Et en fait, comment on va s'y retrouver? On va pas être du frishti pour du B2C où ça va être pour du particulier. Ça va être vraiment, on va demander un minimum de 8 plateaux repas. En fait, sur le site, c'est pas marqué. On offre en gros la livraison à partir de 200 €. Sinon, il y a 50 € de livraison, ce qui incite en fait à acheter pour en moyenne 8 à 10 plateaux repas. Et c'est comme ça qu'on peut être viable. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on s'adresse aux entreprises, comme tu disais, Paul. C'est parce que les entreprises vont commander beaucoup de plateaux repas. Aujourd'hui, on voit que les entreprises de livraison de repas individuels, qui sont sponsors d'équipes de football, par exemple, ils sont toujours pas rentables.
et ils ont levé beaucoup d'argent, mais ils sont pas rentables. Nous, depuis le début, on a voulu être rentable. On a voulu gagner de l'argent sur ce qu'on faisait. Et donc, ça demande d'une organisation et aussi de privilégier une certaine cible qui est les entreprises. D'accord. Et alors justement, auprès des entreprises, je rebondis sur une question d'Antonin. Le zéro déchet, ça fonctionne vraiment en termes de communication? C'est vraiment un élément marketing? C'est un marqueur différenciant parce qu'on n'est pas beaucoup à faire du zéro déchet dans les plateaux repas. Et surtout, en fait, dans les plateaux repas, il faut savoir que c'est l'industrie alimentaire qui consomme le plus de déchets. Et en fait, on a beaucoup. Les, les personnes consommatrices de plateaux repas se rendent compte que ça émet énormément de déchets. Aujourd'hui, tout le monde est sensibilisé au fait qu'il faut arrêter de produire des déchets qui sont, enfin, qu'il faut arrêter de produire du tout jetable. Et donc beaucoup de personnes viennent vers nous pour qu'on leur propose une solution zéro déchet, nos pots, parce que en fait c'est des montagnes de plastique. C'est 5 tours Eiffel. Si on empile tous les plateaux repas en un jour à Paris, pour les plateaux repas à Paris, c'est 5 tours Eiffel. Hors Covid, bien sûr. Donc c'est énorme. En termes de plastique, c'est énorme. Et donc en fait, le zéro déchet, oui, ça marche en termes de communication, parce que finalement, c'est ce que ça permet aux gens de ne pas être traumatisés avec des poubelles pleines. Et après, ce qui marche surtout, et donc ça c'est le talent de Paul et de la cuisine, c'est que c'est bon. Parce que si c'était pas bon, les gens ne commanderaient plus. Ok, tu m'étonnes. Alors justement, et alors comment vous fonctionnez en termes, comment vous trouvez vos clients? Vous avez une communication hyper agressive ou c'est plutôt le bouche à oreille? En vrai, pour le tout départ, ça a été quand même par le bouche à oreille. Donc, on fait un peu de concurrence, mais on a été incubé à Dauphine. Grave. On a déjà parlé. Mais Donc, c'est vrai que ça nous aide beaucoup. En fait, le réseau, c'est hyper important pour vendre un produit où une seule personne, l'office manager, va commander pour 50 personnes. Elle a besoin de faire une confiance absolue envers le traiteur parce que parfois elle va goûter, mais pas toujours. Donc voilà, il faut qu'il y ait une relation de confiance très importante. Et donc cette relation de confiance, on l'obtient soit en faisant des dégustations, mais surtout et avant tout par le bouche-oreille et le réseau. Donc finalement, notre communication, comment est-ce qu'on trouvait nos clients? Nous, en fait, à chaque fois qu'on fait un événement traiteur, ce qui nous arrive de temps en temps, on va aller physiquement voir les gens pour leur parler de nos plateaux repas, qui nous voient physiquement. Et aux événements traiteurs, on va vendre nos plateaux repas. Voilà, il y a beaucoup de bouche à oreille. Et après, les perspectives, c'est effectivement d'être plus présent sur les réseaux sociaux avec une campagne marketing. Mais on n'a pas encore lancé tout ça. Ok, d'accord. Pour l'instant, c'est vraiment le bouche à oreille qui fonctionne le plus et vous appuyez vraiment là-dessus. Alors, j'ai aussi à nouveau une question de Camille. Alors, comment faites-vous pour vous dégager une marge en livrant et en récupérant les pots? Est-ce que vous avez eu tout un travail d'adaptation sur votre logistique? Comment vous avez géré cette partie? Parce que c'est hyper spécifique. Effectivement, et ça, à mon avis, c'est un peu. Enfin, ça fait vraiment partie de notre valeur ajoutée aussi. Je pense que c'est la logistique qui est pas encore, qui est encore en perpétuelle progression. Toujours. On est en train de mettre des partenariats en place, de sous-traiter une partie de la logistique pour justement s'y retrouver. Après, c'est encore c'est tout simplement, plus on aura de commandes, plus de flux et plus les coûts seront lissés. Mais effectivement, on met en place des partenariats, notamment peut-être avec en place avec un ESAT. Toute la partie conditionnement, toute la partie livraison, tout ce qui n'est pas de la préparation, de la création ou de la vente, on peut le déléguer. Donc finalement, il y a beaucoup de choses qu'on peut déléguer. Et en fait, l'avantage de déléguer une partie de ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on peut chiffrer cela. En fait, et donc voir où est-ce qu'on gagne vraiment de l'argent
où est-ce qu'on a vraiment une valeur ajoutée et chiffrer très précisément la livraison, par exemple, c'est complètement chiffrable. Le conditionnement, c'est complètement chiffrable. Donc, et comme tu dis, Paul, ça demande toujours une perpétuelle adaptation. On l'a vu avec le Covid. Alors justement, question sur le Covid. Quel a été l'impact du Covid sur votre activité? Est-ce que vous avez réussi à faire quelque chose ou ça a été juste compliqué? Bah, En interne, oui, on a réussi à faire beaucoup de choses. Après, concrètement, sur les commandes, effectivement, on a perdu beaucoup. En fait, toute la partie traiteur, nous, les employés, on a deux activités. On a la partie plateau repas qu'on veut développer et sur lequel on communique beaucoup. Enfin, c'est sur les plateaux repas qu'on communique. Et la partie traiteur, sur lequel on communique moins, mais qui est quand même importante en termes de chiffre d'affaires. Et donc toute la partie traiteur, que ce soit les galas, que ce soit les remises de diplômes, les cérémonies en tout genre, toute cette partie a été annulée parce que mai-juin, c'est la période la plus faste pour les traiteurs. Et on a quand même fait 400 plateaux repas pendant le Covid, ce qui n'est pas. C'est beaucoup, enfin, c'est moins que ce qu'on faisait d'habitude, mais on a quand même fait. Ouais, non, c'est clair. Et non, et puis enfin, nous en interne, c'est vrai que on en parlera peut-être juste après, mais le fait que l'équipe, que les associés soient un peu changés, en interne, ça nous a permis de réfléchir un peu sur la restructuration, de remettre des objectifs, parce que finalement, on était de septembre à mars, on a eu quand même beaucoup de commandes, on n'a pas pris le temps de se poser pour réfléchir à quelle était notre nouvelle stratégie, confirmer la vision. Ça nous a permis finalement de prendre du recul sur les choses aussi. Le fait d'avoir moins de commandes, d'avoir toute une partie de l'activité qui s'est arrêtée, on a pu prendre de la hauteur, pouvoir réfléchir sur plein de choses, sur notre packaging aussi qui a changé, pour s'adapter aux règles sanitaires, sur l'équipe, sur ce dont on a parlé tout à l'heure, là, sur les métiers qu'on choisissait de faire. Donc, finalement, ça a été une période qui a été assez bénéfique dans ce sens-là. Et si ça a été le bon moment pour se lancer dans la restauration, si c'est le bon moment actuellement, moi j'ai envie de dire, pour commencer à entreprendre, oui. Après, c'est toujours le bon moment. C'est toujours le bon moment, je pense. Ok, bah voilà, Boubacar, tu as ta réponse. Du coup, tu n'as plus d'excuses en fait. Tu es obligé de te lancer et tu n'as vraiment plus d'excuses. Alors, et donc, Boubacar, nous, on a un super plan. C'est notre incubateur culinaire qui s'appelle United Kitchens. On leur fait un peu de pub parce qu'on les aime bien. Donc, c'est des cuisines partagées où on est aujourd'hui. Et en fait, ça nous donne beaucoup de flexibilité parce qu'on va produire seulement les heures où on travaille. Et nous, c'est aussi grâce à ça qu'on n'a pas tellement ressenti le Covid. C'est-à-dire que on n'a pas travaillé pendant notre cuisine, donc on n'a pas payé notre cuisine. C'est un coût variable et finalement qui s'est avéré être un bon choix puisque pour une petite structure comme la nôtre, ça apporte beaucoup de flexibilité et la flexibilité, c'est le plus important. Donc, à Nanterre. Et du coup, ouais, justement, et c'est le fait d'être dans cet incubateur spécialisé sur la cuisine qui aussi vous a permis de vous sauver, parce que si vous aviez des charges de cuisine pendant 3 mois, ça aurait été hyper compliqué. Si on avait pris notre cuisine, si on a décidé d'investir dans une cuisine, ça aurait été très compliqué. Parce que t'as forcément t'as un loyer, t'as des charges. Et ouais. C'est très peu cher pour ce que ça demande. En fait, c'est vrai qu'on se rend pas compte, mais au moment où on doit gérer tout un labo, c'est beaucoup de charges déjà matérielles et beaucoup d'entretien. Et ça, c'est des coûts qu'il faut vraiment prendre en compte avant de se lancer. Et c'est vrai que United Kitchen, c'est parfait pour n'importe quelle entreprise qui a envie de s'en lancer. On parle du United Kitchens, mais ça peut être aussi n'importe quelle cuisine partagée. Oui. Nous, c'est vrai qu'on se sent bien là où on est, mais il y en a d'autres. Je pense que pour se lancer dans la restauration, une cuisine partagée, c'est l'idéal. Pour tester son recette, pour tester son modèle. Okay. Alors, il y a Boubacar qui redemande le nom, parce qu'il n'a peut-être pas bien entendu. Alors, on peut le marquer quelque part ou...
C'est comme. Est-ce que United Kitchen, parfait, ça a été fait, nickel. Et est-ce que, alors en plus, ils redemandent les tarifs, est-ce que en termes de. C'est très variable, ça dépend de la startup ou. Alors, pour donner une idée large, ça va être. Alors, c'est un forfait et le prix varie selon le forfait. Mais c'est autour de 15 € hors taxe de l'heure Ouais. pour le forfait de base. Pour avoir accès à toutes les cuisines, donc c'est 600 mètres carrés de cuisine partagée, donc en moyenne avec 4-5 équipes, c'est 600 € le mois pour 40 heures, par exemple. 625. Ok, d'accord. 45 hors taxe. Ok. Donc, voilà. Et justement, alors, Si vous tapez United Kitchens, voilà, vous trouverez. et justement, comment vous gérez, c'est-à-dire que vous prévoyez vos commandes combien de temps à l'avance? C'est du jour au jour ou c'est une semaine, 2 semaines à l'avance? Pour les événements traiteurs, donc ce qu'on communique peu parce que c'est du bouche-oreille. Généralement, ça va être en moyenne 1 à 2 semaines, voire plusieurs mois à l'avance. C'est des gros événements de 200 personnes. Après, en règle générale, pour nos plateaux repas, c'est 1 semaine jusqu'à 48 heures. On accepte jusqu'à 48 heures la modification de deux personnes pour qu'on puisse s'organiser, pour qu'on puisse réserver notre. Et vous avez dit. Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Oui, 48 heures, c'est pour qu'on puisse réserver la cuisine, pour qu'on puisse commander nos produits à nos fournisseurs. Voilà. Et puis les gens dans le domaine du plateau repas il n'y a pas de commande de dernière minute. C'est quelque chose de très cadré. Quand on fait une réunion d'équipe, on la sait des semaines à l'avance. On la sait au moins 2 semaines à l'avance. Donc une office manager n'a aucune envie de prendre des risques et de s'y prendre à la dernière minute pour une ou un office manager, hein, bien sûr, pour commander des plateaux repas. Ok. Alors, tiens, j'avais une question, je l'ai complètement oubliée. Et du coup, c'est essentiellement vous qui faites les repas ou vous faites appel à d'autres personnes? Alors, on a un troisième associé qui n'est pas là, mais Émile, qui s'occupe de toute la production. Donc, actuellement, on a encore une petite équipe, donc enfin, je suis là aussi à produire avec lui, mais c'est lui qui gère principalement quand même la production. Et à partir de septembre, effectivement, on prévoit d'agrandir un peu l'équipe. Mais c'est toujours nous qui produirons. C'est ça, oui. On veut garder ce contrôle sur la qualité. Donc c'est toujours c'est les employés qui produisent, qui créent les recettes, qui produisent et qui vendent. Oui. Ok. Alors j'ai une autre question de Boubacar. Je pense qu'il est passionné. Ouais. Ça l'aide beaucoup parce qu'il est aussi dans un projet entrepreneurial autour de la cuisine. Si tu viens à UK, on peut te parrainer. Et donc, comment vous trouvez vos fournisseurs et comment vous rédigez les contrats? Alors, les fournisseurs pour nos fournisseurs, au début, on utilisait, on va pas se mentir, en fait, on a même commencé d'abord par les supermarchés quand on était une toute petite production. On a continué avec Metro, qui est un grossiste qui fait de tout. Hein. Ils font de la très bonne qualité, comme des produits pas forcément très intéressants, mais sur beaucoup de produits, ils sont très bien. Et ensuite, au niveau de tout ce qui est fruits et légumes, effectivement, pour nous, c'est important d'avoir un très bon fournisseur. Donc, on utilise Charer qui ressource des producteurs respectueux de l'environnement avec tout un process élaboré. Donc ça, c'est pour les fruits et légumes. Tout ce qui est, et ensuite, pour la viande, c'est Château. Les viandes du Châteauneuf. Ouais. En fait, comment est-ce qu'on les trouve, pour répondre à la question de Waka, le fait d'être entouré de plein d'autres équipes dans le domaine de la restauration, ça permet qu'on discute en fait entre nous et ça permet de partager les contacts. Un tel fait de la super qualité, mais ça coûte très cher. Un tel, il faut commander au moins 10 kilos de poulet, sinon c'est pas intéressant. Et voilà. Donc c'est en discutant beaucoup avec les équipes qui travaillent avec nous. Il y a une quinzaine d'équipes, donc ça fait. Voilà. Et chacun a ses fournisseurs. Sachant qu'on utilise aussi des produits des équipes de United Kitchen. Il y a vraiment tout. Il y a des traiteurs. Il y a un traiteur qui existe depuis 15 ans. Son labo à brûler, donc du coup il a United Kitchen en attendant. Et on a également une entreprise qui fait du tempeh, donc c'est du soja fermenté, une sorte de tofu
qui remplacent la protéine animale. Et donc, on a fait 2-3 recettes avec eux et avec des très bons retours de nos clients. Donc, parfois, en fait, il n'y a pas forcément besoin de chercher trop loin. Ouais. On a des bons produits aussi autour de nous. Et est-ce qu'il vous est arrivé un jour d'avoir un gros problème de commande et comment vous l'avez géré? Est-ce que ça vous est arrivé ou vous avez toujours été nickel sur la logistique? Il semblerait que non, du coup, vu vos têtes. C'est sécuritaire. Je sais. Ouais, il est arrivé. Il y a eu, ouais, bien sûr. Au début, il y a eu des ratés. C'était au tout, enfin, c'était en octobre. Et ça, c'était de ma faute parce que j'avais pas noté sur l'agenda une commande. Ah merde. Sur mon agenda perso, mais pas sur l'agenda de l'équipe. Et, et on va pas citer le client, hein, bien sûr. Le client m'appelle à 9 h du matin. C'était une belle entreprise d'ailleurs. Il m'appelle à 9 h du matin. Oui, Pierre, la commande est bien. Voilà, je voulais m'assurer que tout allait bien. Et en fait, Paul n'était pas au courant. Il y avait 30 plateaux repas et il fallait livrer à midi. Donc ça, c'était. Ouais, ça, bah après, c'est. Voilà. Et vous avez réussi à gérer ou pas? Comment vous avez fait? Ouais, je lui ai refait un devis. J'ai demandé à Paul ce qu'on avait dans les frigos. Qu'est-ce qu'on pouvait lui faire. Je lui ai refait un devis. Je me suis excusé. Voilà. Et on a réussi à envoyer quand même 30 plateaux repas. J'étais en retard d'1 heure. Mais eux, ils n'avaient pas. Bah, je suis venu directement sur place. Ils étaient pas. Ils nous en voulaient pas trop. Mais bon, c'était. Ouais, bah ça, c'est des choses comme ça qui servent de leçon. C'est sûr que. On a eu aussi dans l'autre sens, on a eu une commande de dernière minute à 11 h pour 13 h. On venait de finir de produire. On l'a eu au téléphone, on dit d'accord. Et puis au bout de 10 minutes de réflexion, on les a rappelés pour dire oui, ok, c'est pas de problème. Et du coup, on a fait une première partie en Uber et après l'autre partie avec notre véhicule pour servir en 2 temps, enfin quelque chose d'improbable. Mais on était motivés pour faire. C'était le plateau repas, ça Non, c'était un événement traiteur. Enfin, Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est marrant. Oui, parce que sur les événements traiteurs, quand on est sur place, ouais, on l'avait fait en 2 fois. C'est-à-dire qu'on leur avait servi la première moitié du buffet pendant que la team était en train de préparer l'autre moitié à 3 quarts d'heure de route. Et parce que c'était une belle commande, on s'est dit quand même. Ce serait dommage de gâcher. donc, ouais, bah, c'est de l'adrénaline pure, quoi. C'est quand ça arrive, voilà, t'as ce côté, t'as une demi-seconde où tu réalises que t'as déconné, et puis ensuite, faut réagir, quoi. Ouais, après, faut faire. Enfin, c'est pas génial d'être dans le stress tout le temps, hein, mais c'est génial de sentir qu'on peut régler les problèmes en mettant un bon coup de collier, quoi. Voilà. Ok. Alors, on va repasser sur une zone un peu plus tranquille. Pendant le Covid, justement, vous avez pas mal réfléchi, notamment aux associés, parce qu'à un moment donné, vous étiez 3. Enfin, au début, vous étiez 3. Et donc, c'est François qui est parti. Et donc, vous vous êtes un peu retrouvés à 2 à dire, OK, bah, qu'est-ce qu'on fait et comment ça s'est passé? Parce que je trouve ça hyper intéressant, notamment dans l'entrepreneuriat, quand on se lance comme ça à plusieurs, comment on gère un départ ou une modification du nombre d'associés? Donc François, on a lancé l'entreprise avec François depuis le départ. Il est parti donc depuis janvier 2019 et donc il est parti le 26, fin novembre. Fin novembre. Donc en fait, il y a toutes les missions de l'associé qu'il faut un peu compenser. Donc François elle a toute la partie commerciale. Commercial et oui, le côté administratif. Donc, Paul, toi, tu étais plus sur la partie prod. Et la partie logistique, donc tout ce qui était livraison, achat. Et donc, effectivement, il a fallu un peu se réorganiser.
Et donc, Et quelles ont été les réflexions quand on est sorti? Est-ce qu'à un moment donné, vous avez dit, bah, en fait, on arrête parce que ça a eu gros désordre ou ça vous a plutôt rapproché en disant, bah, on va peut-être se réorienter, on va épurer certaines choses? ça nous a Qu'est-ce que ça vous a permis de réfléchir? pourquoi on s'est séparés? C'était parce qu'il y avait une différence de vision sur l'entreprise. Euh, on voyait pas la même chose pour les empoter à horizon 1 an, 2 ans, 5 ans. Et donc finalement, ça se fait assez bien d'ailleurs parce que voilà, c'était enfin, Parce qu'on parlait beaucoup. on parlait beaucoup et que c'était pas un problème personnel, c'était un problème de vision. Et Ouais. c'est justement, c'est bien de l'avoir, enfin, c'est mieux de l'avoir fait assez tôt, finalement, plutôt que plus tard. Et, donc finalement, ça nous a, nous, moi et Paul, on a plutôt la même vision. Enfin, on a la même vision pour les empoter. Et donc ça nous a finalement conforté dans le fait que, enfin, voilà, maintenant c'est notre vision qui incarnait les empotés, incarnait notre vision. Et bien sûr, ça a demandé la réorganisation sur les rôles. Oui, non, c'est clair. Bah, en fait, ce qui est pas, enfin, c'est vrai que c'était loin d'être évident au départ, parce qu'il y a eu un mois où aussi sur le moment où on a beaucoup de choses qui se passent. Enfin, on a des commandes, on rentrait dans une nouvelle cuisine. Effectivement, il y avait aussi un problème de vision, mais il faut aussi communiquer. On n'a pas toujours le temps de tout se dire, enfin, de se prendre un temps à trois pour parler de. Enfin, parce ouais, c'est ça fonctionnait bien, donc tant mieux, mais c'était peut-être ça la difficulté, c'est de trouver un peu de temps pour en discuter. Et après, effectivement, le fait d'en parler, ça s'est fait sur plusieurs semaines. Et la transition s'est bien passée. Et après, ce qui n'a pas été évident, justement, ça a été effectivement de réorganiser un peu les rôles. François était président. Du coup, il avait quand même, il avait quand même un poste stratégique. Il fallait qu'on reprenne, Pierre et moi. Un peu. Non, voilà, fallait quand même qu'on reprenne les rênes en réorganisant un peu tout. Et donc, cette réorganisation, c'est pendant le Covid que ça s'est fait, je pense. Ça s'est fait. Il y a eu une transition d'1 mois. On a eu la période des grèves des grèves Oui, des cheminots qui nous a ralenti l'activité. Donc on a pu un peu rattraper enfin, s'améliorer dans nos domaines. Donc moi j'ai repris le commercial et Paul a repris l'administratif. Donc c'était les 2 postes que François occupait. Au passage, François qui a créé sa société de vélo cargo, d'Illigo, donc que vous pouvez suivre aussi. Un peu de pub. Un peu de pub, et c'est un très bon prestataire des empotés. Donc, en plus, vous êtes quitté en bon terme quand même, ce qui est aussi important, parce qu'il y a des fois, c'est presque un divorce, donc c'est terrible. Là, vous êtes quand même quitté en bon terme. Oui, on s'est quitté, on se retrouve toujours en amis et en bon terme. Oui, parce qu'on est voilà, on est 3 amis d'enfance. Connus au même moment. Enfin, voilà. Donc on s'est quitté en bon terme. Ouais. Okay. Alors, j'ai une question d'Adriano. Si vous deviez digitaliser un process en priorité pour éviter ce genre d'erreurs, les retards, les oublis, alors là, on revient un petit peu en avant. Ce serait lequel? Qu'est-ce que vous dites là? Il faut vraiment qu'on assure et qu'on le digitalise. Je sais pas si c'est plus de la digitalisation. Ouais. Bah, au niveau digital, en vrai, d'ailleurs, François avait commencé justement, c'était une de ses parties de digitaliser pas mal les process. Et bah, l'erreur de commande, par exemple, c'était tout simplement parce que on était en gros, c'était le Google Calendar et on n'avait pas encore le réflexe forcément de mettre les commandes. Et ça, c'est juste avec, on va dire l'expérience de marquer les commandes. Donc ça s'est fait naturellement, mais il n'y a pas. Enfin, effectivement, il y aura toujours des choses à digitaliser. Bon, aujourd'hui, déjà, on a pas mal digitalisé. Ouais, c'est ça. Toute l'équipe est connectée à la Google Suite. On a Trello, on a également, effectivement, on utilise plusieurs outils plusieurs outils digitaux pour simplifier. On utilise Conto, qui est une banque en ligne qui est très flexible. Il y a quand même beaucoup d'outils qui sont top aujourd'hui pour pouvoir lancer sa boîte et se dégager du temps. Parce qu'en fait, c'est ça le principe, vraiment le plus important, c'est se dégager du temps pour
moi, pour faire du commercial, pour appeler les gens, et toi, Paul, pour imaginer la recette. Ouais. Après, c'est plus au niveau marketing où effectivement il y a des outils à développer. Et donc là, en septembre, enfin, on commence déjà à s'y mettre un peu. Et également, après, c'est pas dans la digitalisation, mais plus dans dans la logistique pure et dure où effectivement il y a des choses à sous-traiter, comme le lavage et la livraison où tout n'est pas encore processé. Voilà. Voilà. Ok. D'accord. Alors, il nous reste 3-4 minutes de live. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Nous, on va continuer, mais si vous avez d'autres questions, vraiment, n'hésitez pas. Alors, et donc, alors justement, et sur quel serait l'outil qui vous dites vraiment ça, sans cet outil-là, on aurait vraiment du mal à gérer notre activité en tant qu'entrepreneur, en tant que aussi dans la cuisine. Qu'est-ce qui vous permet vraiment de vous dire, avec ça, on est sûr? Ouais, moi, ouais. Je pense qu'il y a un outil qui est très spécifique à notre métier. C'est Oui, Food Me Up, c'est un logiciel de gestion des stocks. Enfin, c'est là où je rentre toutes mes recettes. Au début, je fonctionnais avec un Excel, puis enfin, oui, on fonctionnait avec un Excel, et finalement, enfin, ça, c'est un outil qui est très pratique puisque ça va calculer précisément combien on doit acheter de fruits et légumes, enfin de quantité. D'accord. Et ça permet en fait d'avoir vraiment quasiment aucune perte, voire zéro, puisqu'en fait après on mange le reste en équipe. Enfin, je veux dire, il y a. Pour faire les courses, il y a la liste de cours qui sort. Ouais. Et évidemment, la D'accord. suite Google, avoir un drive. Ouais. Voilà. Je pense que ouais, un drive, le Full Me Up, et je pense qu'à l'avenir, il faut quand même un bon CRM. Voilà. Ouais. Pour gérer tes clients, à un moment donné, tu es obligé, sinon tu coules. Voilà. Ok. Et alors, Ouais. quel serait le plus gros conseil, le meilleur conseil ou la meilleure expérience que vous pourriez transmettre à d'autres étudiants entrepreneurs? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Moi, mon expérience, moi, ce que je retiens vraiment de la petite expérience pour l'instant qu'on a, c'est qu'il faut vraiment oser faut y aller, faut oser se planter, il faut oser se tromper. Euh, quand on a commencé, on a fait des desserts, on a exploré plein de choses différentes. Et au fur et à mesure, on a trouvé petit à petit notre modèle. Je pense que le meilleur conseil, c'est commencer à C'est commencer, pardon, j'ai pas entendu la fin. vendre. Parce qu'en fait, le fait de vendre, ça oblige à avoir un produit, ça oblige plein de choses. Et, et tant qu'on est derrière son ordinateur à, enfin, je trouve qu'il faut une interaction avec un client pour vraiment se lancer. Et c'est à partir de là c'est nos clients qui nous disent telle chose va, telle chose, ça va, ça va pas. Et ouais, je pense que c'est ça. Ouais, bah, c'est vrai qu'on T'as un truc, toi, Paul? Ouais, enfin oui, bah, je rejoins Pierre sur le côté, c'était un peu du test and learn où on teste quelque chose. Et bah, aussi, enfin, sans vraiment, enfin, on était conscient que chacun avait ses compétences. Enfin, on avait quand même la chance d'être quand même trois amis très complémentaires. Donc ça aussi, je pense que ça joue, le fait de bien se connaître. Bon, après, il faut pas forcément être ami d'enfance pour entreprendre. Mais en tout cas, c'est vrai que de l'autre côté, ça se prêtait bien au modèle. Et après, c'est là où je rejoins Pierre, c'est que bah, Pierre et François, je pense, m'ont vraiment donné ce côté un peu ouais, c'est ça, de test and learn, où on teste un produit, on va essayer de le vendre, puisque ça, c'est vrai que c'est vraiment. Bah, avant de le vendre, c'est quand même hyper important d'avoir un bon produit. Et une fois qu'on a le bon produit, en fait, faut pas le peaufiner, faut le vendre pour voir s'il y a un retour et, Ouais. voilà, et s'améliorer. Et après, c'est une leçon d'humilité parce que, enfin, ouais, parfois on a des mauvais retours, rarement, mais on a quand même. Faut les accepter, il faut surtout faut les chercher, les mauvais retours. Il faut vraiment les traquer pour pouvoir faire s'améliorer. Et je pense que
Ça, c'est quelque chose qui est important pour nous, c'est de vouloir toujours s'améliorer. On peut toujours, voilà, toujours se nourrir d'expériences qu'on a eues, d'expériences clients. Voilà. Et justement, la vision des empotés dans 1, 2, 3 ans, c'est quoi? Quel est votre objectif? D'avoir une vraie cuisine ou c'est de continuer un peu ce modèle-là? Ça fait partie de l'objectif effectivement d'avoir une vraie cuisine. Après, ça fait partie en fait de la continuité du modèle. Mais effectivement, nous, on aimerait vraiment devenir un des leaders enfin, du plateau repas zéro déchet en Île-de-France. Voilà, plutôt dans le moyen haut de gamme. On n'a pas envie d'être un Nestor ou un Freshti pour du B2C. Enfin, voilà, enfin, ouais. Ouais, 1, 2, 3 ans, je pense que le marché du plateau repas, il est énorme à Paris. Il est en pleine croissance. Là, il y a 2 semaines, la ministre Brune Poirson, elle demandait aux entreprises de la livraison de repas passer au zéro déchet. Elle leur a fait les gros yeux. Vous devez passer au zéro déchet en 3 mois. Nous proposer une stratégie en 3 mois. On voit qu'on a tous les voyants qui sont ouverts. On a la législation qui est en notre faveur. On a les clients, on a des super retours clients. Enfin, je pense que ouais, notre mission, c'est quand même de prendre une place importante dans le plateau repas à Paris. Ça, c'est clair. Et ça passera par avoir notre propre cuisine. Ça passera par plein de choses. Alors, il y a aussi une question à nouveau d'Adriano. Avez-vous des difficultés à justifier notamment vos prix, sachant que la valeur perçue peut être basse du fait d'être étudiant? Nous, on ne se considère pas du tout comme étudiants. On se considère comme professionnels. Enfin, je pense que je pense que la qualité des produits parle avant tout. Oui, enfin, tiens, on vend quelque chose de très bien élaboré. Enfin, on a des plateaux repas justement qui ont un très bon rapport qualité-prix Ouais. par rapport à la concurrence. Quand on prend la moyenne des plateaux repas, on est dans la moyenne des plateaux repas qui sont pas en zéro déchet. Et ouais, on a très bon rapport qualité-prix de ce côté-là. On a eu déjà des retours d'entreprises justement qui changeaient de concurrents parce qu'ils trouvaient qu'on était meilleur. Et après, voilà, ce qui est d'ailleurs pas évident. On est peut-être pas assez cher d'ailleurs. C'est non, mais c'est vrai. Non, mais et d'ailleurs, ce qui est très important, c'est qu'il faut vraiment être exigeant tous les jours. Ça à mon avis, c'est là où ce qui est difficile, c'est de maintenir la même qualité tous les jours. Et ce qui est important aussi, c'est de choisir sa cible. Nous, aujourd'hui, on a choisi la cible des consommateurs de plateau repas pour qui ces prix-là n'ont rien de choquant. Et c'est sûr que nous, on a des amis qui sont étudiants qui nous disent mais vos prix, c'est délirant, 20 € pour entrée, plat, dessert. Moi, je vais au restaurant, j'ai quelque chose, un plat chaud, etc. Sauf qu'en fait, c'est pas la même chose. Nous, on fournit du service, nous, on fait partie aussi de l'image de l'entreprise parce que l'entreprise qui va nous commander, elle va nous commander pour montrer à ses clients, pour offrir à ses clients. Donc, nous, notre cible, c'est les entreprises qui commandent des plateaux repas et qui veulent améliorer leur politique RSE. Et donc là, de ce côté-là, oui, sur le prix, on n'a pas eu de retour. Même si ça ne veut pas dire qu'on ne s'est pas adapté. Effectivement, s'il nous est arrivé de faire des réductions ou de proposer quelque chose d'abordable parce que on est encore très jeune et qu'on peut se permettre. Mais de moins en moins, effectivement, on va essayer d'avoir un message clair et on tend vers des plateaux repas zéro déchet, moyen haut de gamme. Et c'est vraiment les entreprises, effectivement, c'est ce genre d'entreprise qu'on vise. Okay. Alors, juste avant de se quitter, est-ce que vous pouvez juste, vu que ça va bientôt être l'heure du repas, quel est actuellement votre menu type ou le menu phare que vous avez en ce moment? Alors là, vous les voyez à l'écran, les images? Donc, oui. Là, il y en a deux. Avec les fraises. Donc,
À gauche, Paul, je te laisse présenter tes créations. Ouais. Donc on a 5 gammes, donc l'accueillant, le naturel, le distingué, l'épicurien et l'insouciant. Et en fait, les 2 derniers que je viens de citer, c'est nos haut de gamme, on va dire, ils sont entre 28 et 34 €. Et on va dire que c'est un peu nos produits phares dans le sens où ils sont plus élaborés. Alors que, après, les 5 sont excellents. Donc là, celui où vous voyez avec des fraises, en haut à gauche, vous voyez un gravlax de saumon mariné avec de la nette. Donc il y a le fraisier avec une mousseline vanille, du pain de Gênes, infusé au Grand Marnier et des fraises, des gariguettes. Et en bas, vous avez de l'agneau avec de la coriandre, une sauce grecque et des pommes de terre grenaille rôties. Et donc à droite, là, c'est le plateau végétarien. Ça donne vraiment envie. C'est une parmigiana, c'est des melanzane à la parmigiana. Donc c'est des aubergines qui ont été aillées, qui ont été grillées, puis hachées avec du parmesan, une polenta poêlée, donc une polenta qui n'est pas crémeuse, qui a été grillée. Donc ça, c'est le plat. À droite, c'est une salade grecque. C'est une salade de tomates cerises, concombre, feta, oignons rouges, olives noires. Et le dessert, c'est un crumble fraise rhubarbe avec de la fraise gariguette et de la rhubarbe de chez Berrurier. Ok, ça donne tellement envie. c'est horrible. Et alors, pour ceux qui êtes sur le live, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner au évidemment. Ouais, je pense qu'on peut le dire. Ouais. On vous invite, ceux qui êtes sur le live, là, on vous invite le 23 juillet dans nos cuisines, chez nous, pour tester nos nouvelles recettes à partir de 18h. Alors, est-ce qu'on peut mettre l'adresse sur le... C'est pas 19h ? C'est 18h. 18h. C'est pour tester nos nouvelles recettes, donc on fait une soirée en potée. Ça, c'est quelque chose qu'on a toujours l'habitude de faire, et c'est la première fois qu'on en fait une depuis le confinement. Donc, c'est des soirées, on réunit notre communauté, entre guillemets, pour faire tester nos recettes et vous retrouver et passer une bonne soirée. C'est ça aussi l'ADN des empotés. Ok, c'est super, c'est une trop bonne nouvelle, ça. Ouais. Alors, par contre, je crois qu'il y a Adriano qui est en Alsace, donc ça va être un petit peu compliqué pour lui de venir. C'est à Nanterre. Ça fait cher la soirée. Ça fait un peu cher la soirée. Mais du coup, non, c'est une très bonne. Ok, superbe invitation. En tout cas, pour les personnes qui seront là, je pense qu'ils vont bien se souvenir de cette date. Donc, c'est le 23 juillet à partir de 18h, c'est ça? Oui. Exactement. Donc, au château de Nanterre, Éthique. Éthique, ETIC. Voilà. C'est un bel espace, un joli potager urbain. Et nous, on va être parrainés par Boubacar à la Why Not Live. Mais en tout cas, venez à la Why Not quand vous voulez, ce sera avec plaisir qu'on pourra discuter cuisine. Je pense que Boubacar sera enchanté et il aura plein de questions en plus à vous poser. Vraiment. Génial. Merci pour votre temps. Merci à vous encore pour votre temps. Merci à tous pour le live et à toutes vos questions. C'était vraiment cool d'avoir autant de questions. Et puis donc, on se dit peut-être dans 2 semaines et peut-être à une autre fois. Bonne soirée. À plus. Oui, au 23. Et surtout au 23. À plus.